Depuis octobre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas et la population israélienne a entraîné une catastrophe humanitaire majeure dans la bande de Gaza. Les chiffres alarmants, la destruction des infrastructures civiles et les accusations portées devant la Cour internationale de justice contre Israël pour actes de génocide ont provoqué un débat juridique et moral intense. Alors que les États occidentaux continuent de soutenir militairement, économiquement ou politiquement certains partis prenant du conflit, surtout Israël, la question est de leur responsabilité, à la fois pénale et morale, se pose de manière pressante. Pour mieux comprendre les fondements juridiques de cette notion de génocide, la portée des responsabilités indirectes et ou par complicité, ainsi que le rôle du droit international humanitaire, nous recevons aujourd'hui avec un grand plaisir notre cher ami, un expert en droit international, en droit public, notre cher ami, Dr Malik Boumediene. Merci beaucoup, Dr Boumediene, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation également. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec vous concernant le cadre juridique du génocide. Quelles sont les conditions juridiques pour qu'un acte soit qualifié de génocide selon le droit international? En quoi les événements en cours à Gaza pourraient-ils correspondre ou non à cette qualification? Et quel est le rôle de la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale dans ce contexte? Très bien. Donc, je vais tenter de répondre à ces différentes questions. Alors, concernant le cadre juridique de la notion de génocide, il faut savoir que la Convention de 1951 sur la prévention et la répression du crime de génocide est très claire à ce sujet. Pour qu'il y ait un génocide, il faut certains actes qui ont avec intention la volonté de détruire, soit en totalité, soit partiellement, un groupe national, une ethnie, ou un groupe racial ou religieux. Alors, quels peuvent être ces actes? On peut avoir le meurtre, on peut avoir les atteintes graves à l'intégrité physique, mais également mentale, les tortures. On peut avoir également, nous dit la Convention de 1951, la volonté de soumettre ce groupe à des moyens indignes d'existence, ayant pour conséquence son extermination. Et on peut aussi avoir la question du contrôle des naissances, ou le fait d'entraver les naissances, ou le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, on a une définition claire aujourd'hui de la notion de génocide. Et puis, on a un certain recul avec la notion, parce que, évidemment, il y a eu le génocide, la Shoah, à l'encontre des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a eu d'autres génocides dont on parle jamais. En 1904, entre 1904 et 1908, il faut savoir qu'il y avait un peuple, le peuple Herero, qui a été victime d'un génocide par l'Allemagne, par le Deuxième Reich. On a eu 80% de cette population qui a disparu. En 1994, on a eu évidemment le génocide des Tutsis, également au Rwanda, où il y a eu 1 million de morts en 3 mois. Donc, on a du recul. On sait aujourd'hui quels sont les actes que l'on peut qualifier ou pas de génocide. Alors, la situation à Gaza, c'est vrai qu'il y a un grand débat sur la question de savoir est-ce qu'à Gaza, nous sommes en présence ou pas d'un génocide. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui prennent la parole sur cette question, mais ce sont des prises de position politiques. Ce ne sont pas des prises de position juridiques, ce ne sont pas des positions objectives.
il y a toujours la volonté de déformer le droit. Alors, génocide ou pas génocide à Gaza? Aujourd'hui, on peut clairement dire à Gaza a lieu un génocide. Pourquoi on peut dire ça? Tout d'abord, il y a un premier élément qui existe, qui est l'intention. Il y a la volonté de détruire. Ça fait partie de la définition de la Convention de 1951. Il doit y avoir des actes, d'accord, qui ont l'intention, dont l'objectif, la conséquence est de détruire. Et ça, cette caractéristique, elle est présente. Et on en a, en 2024, on a le ministre israélien du patrimoine qui a dit clairement qu'il faut lancer une bombe nucléaire sur Gaza. Il y a une intention, on le voit clairement. En 2025, nous avons le ministre israélien des Finances qui dit clairement que pas un grain de riz n'entrera à Gaza. Donc, on voit bien qu'il y a une intention. Donc, la première caractéristique qui se trouve dans la définition du crime de génocide, cette première caractéristique est réelle. Cette intention également, qui est demandée pour caractériser le crime de génocide, elle se manifeste d'une autre manière. Aujourd'hui, on constate que l'intervention d'Israël à Gaza, c'est une intervention qui est organisée, c'est une intervention qui est contrôlée afin d'atteindre un but précis. Il y a un précis qui est élaboré. On a une destruction méthodique des bâtiments, on a une destruction méthodique des hôpitaux et on a également un déplacement méthodique qui est organisé en direction de la population palestinienne. Donc, il y a une intention qui existe. Ensuite, il y a un deuxième critère que demande la Convention de 1951 pour qualifier des actes de génocide. Le deuxième critère, il faut une destruction. C'est pas tout qu'il y ait une volonté, en fait, il faut qu'il y ait des destructions. Et là, les destructions, elles existent puisque on a des meurtres. Il faut le savoir. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 morts déclarés. On a 127 000 blessés qui existent. La Convention de 51 nous dit aussi que ces actes, ça peut tout à fait être le fait de porter atteinte à l'intégrité physique et morale de ce groupe. Et à Gaza, on constate bien aujourd'hui qu'il y a des tortures morales, notamment. On a des tortures psychologiques également. Donc, c'est une réalité. La Convention de 51 fait référence aussi à la volonté d'un État de soumettre un groupe de personnes à des conditions d'existence entraînant sa destruction physique. Et c'est ça aussi qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, on a une volonté de détruire un peuple à travers la destruction des hôpitaux, l'absence de médicaments, l'absence de nourriture et l'absence d'eau. À Gaza, nous sommes face à une véritable famine. Les gens sont en train de mourir. Les Palestiniens meurent tous les jours. Pas d'eau, pas de nourriture.
C'est la famine voulue et planifiée. Exactement. C'est une famine voulue, planifiée, qui rentre dans le cadre d'une stratégie. Il y a une véritable intention. Et c'est pour cela qu'on est, et c'est pour ça que l'on est en présence d'un véritable génocide, comme ça a existé au Rwanda ou ailleurs. Alors, la Cour internationale de justice, évidemment, peut jouer, comme la Cour pénale internationale, en fait, peuvent jouer un rôle, mais ce rôle est assez limité. Bon, je vais y revenir après, mais ce rôle est assez limité parce que, par exemple, Est-ce que c'est une limitation structurelle, juridique ou limitation politique? Pourquoi n'a pas pris quelques mesures de conservation, de prévention, d'arrêt de ces actes? oui, alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, la Cour internationale de justice avait rendu une décision il y a quelques temps en demandant à Israël d'empêcher d'éventuels actes de génocide. Et la Cour internationale de justice, qu'est-ce qu'elle a demandé à Israël? Elle a demandé de prendre 6 mesures. Elle lui a demandé de s'abstenir de commettre des actes entrant dans la convention relative au génocide. Israël n'a pas respecté. La Cour lui a demandé de prévenir l'incitation directe et publique à commettre un génocide. Israël n'a pas respecté. Il y a des ministres qui font des déclarations appelant au génocide. La Cour, cette même Cour, elle a demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour fournir de l'aide humanitaire. Israël n'a pas respecté. Elle a demandé également à Israël de conserver les preuves liées à l'accusation de génocide. Mais évidemment, Israël ne reste pas. Donc, en fait, vous voyez, c'est que la Cour internationale de justice, elle a beau rendre un jugement, lorsque la partie qui est défendeur refuse d'exécuter ce jugement, on n'a strictement rien. Donc ça pose un véritable problème. Et pourtant, dans l'article 94 de la Charte des Nations Unies, précise bien les États qui sont partis à la Cour internationale de justice ont l'obligation d'exécuter les jugements. Voilà. Mais c'est une obligation juridique. Le problème, c'est qu'au niveau politique, c'est la force qui domine. Il n'y a pas de, ça veut dire une obligation conceptuelle, il n'y a pas de mesures d'application, de mise en œuvre. Non, il n'y a pas de mesures de mise en œuvre, parce que ce sont les États qui doivent mettre en œuvre. Et l'action, le champ de l'action de la Cour internationale de justice dépend de la volonté politique des États. Oui, exactement. Des rapports de force, de domination. Exactement. Par exemple, lorsque le procureur de la CPI prend des mandats d'arrêt contre, notamment, le Premier ministre israélien, eh bien, la CPI est attaquée. La CPI est traitée comme quoi le procureur est antisémite. Il est proche du Hamas. Des mesures, les familles. Voilà. Et notamment, le président américain a pris un décret très important. Il a pris un décret pour geler tous les comptes bancaires des personnes qui évoluent autour de la CPI et interdire même aux membres de la CPI de rentrer sur le territoire américain. Et toute personne qui aide la CPI est interdite de rentrer sur le territoire américain. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans une situation où il n'y a pratiquement, la CPI ne peut plus fonctionner. Voilà, aujourd'hui, la CPI ne peut plus fonctionner. Vous avez le procureur ne reçoit même plus de salaire, voilà, et qui est obligé de se mettre en retrait. Voilà. Donc voilà pourquoi, voilà le gros problème. Et en fait, aujourd'hui, c'est la force. Ce n'est pas le droit international. Évidemment, il est nécessaire ce droit international, mais aujourd'hui, on constate pour Gaza que c'est la force qui domine, c'est l'injustice qui domine, c'est l'application du droit international au service des peuples.
C'est ça la réalité des choses aujourd'hui lorsqu'on observe. Alors, on a beau évidemment construire des récits, on peut toujours construire des récits. Effectivement, les Israéliens construisent un récit. Le 7 octobre, on répond au 7 octobre. Il s'agit là d'un récit qui va dans le sens de leurs intérêts. Et ça, c'est très important de savoir qui parle et pourquoi il parle. Docteur Boumediene, parmi les thématiques juridiques qui se posent aussi la question concernant la responsabilité directe et indirecte. La responsabilité pénale ne concerne que les auteurs directs des crimes. En droit international, comment est définie la complicité dans un crime de génocide? Un État tiers, par exemple l'occidental, qui fournit des armes, l'Allemagne, la France, etc., ou les États-Unis, le parrain aussi officiel d'Israël, ou un soutien diplomatique, par exemple, concernant ce droit de veto, peut-il être une complicité et à quelles conditions? Alors, ce qui est important à savoir, c'est que la complicité également est poursuivie en droit international. La Convention de 1951 elle-même fait référence à la notion de complicité. Il s'agit de l'article 3, plus exactement, de cette Convention de 1951. C'est très clair. On concerne le génocide. Évidemment, c'est l'entente aussi, se mettre d'accord pour commettre un génocide. Ce sont des actes qui peuvent être poursuivis. L'incitation directe au génocide peuvent être poursuivis. La tentative de génocide et enfin la complicité dans le génocide. Le fait d'être complice d'un génocide entraîne des sanctions pénales. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la complicité? Alors, la complicité, eh bien, c'est le fait de participer, à un plan ou à l'exécution d'un plan global visant à commettre un génocide. Et aujourd'hui, plusieurs responsables politiques peuvent faire l'objet de poursuites dans le cadre d'un génocide. Exemple, la France fournit du matériel militaire à Israël, ce qui veut dire que la France, et notamment les hauts responsables peuvent être poursuivis pour complicité de génocide. Également, les États qui ont voté contre des résolutions au sein du Conseil de sécurité peuvent faire l'objet de poursuites pour complicité de génocide. Quelques exemples. En octobre 2023, les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité qui appelait à un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis ont mis leur veto. Le fait de mettre un veto, c'est cautionner des actes de génocide. Et donc, c'est être complice d'actes de génocide. Donc ça, c'est sur cette question de veto, il me semble que l'on peut tout à fait engager la responsabilité pour complicité de génocide des États-Unis. En 2024, également, les Américains ont mis leur veto, encore une fois, à une résolution du Conseil de sécurité dont l'objectif était de mettre fin à cette situation, à cette catastrophe à Gaza. Il y a une troisième situation que l'on peut qualifier
de complicité, où la notion de complicité peut intervenir. Le fait que des États aient refusé d'appliquer les mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis par le procureur de la CPI, eh bien, ces États, ces responsables politiques peuvent peut-être aussi être poursuivis pour complicité. Lorsque la France... La Hongrie, par les États-Unis, par exemple, malgré le retrait hongrois, malgré la non-adhésion américaine, ils peuvent être juridiquement... Oui, le fait de recevoir Netanyahou, oui. Alors, et de ne pas... D'accord. Eh bien ça, en n'arrêtant pas le Premier ministre israélien, l'État hongrois cautionne le génocide et donc est complice de ce génocide. Le fait que Netanyahou puisse survoler le territoire français, l'espace aérien, sans être arrêté. Donc, c'est ce qui signifie que la France, en n'exécutant pas le mandat d'arrêt international émis par la CPI, la France seront complices de ce génocide. Donc, ça pose un véritable problème. Il y a aussi un dernier cas où il y a complicité concernant Gaza. On pourrait retenir la responsabilité des États pour ne pas poursuivre des binationaux israélo-français, israélo-italien, bref, suisse. Le fait de refuser pour un État de poursuivre un binational qui est accusé de génocide, cela signifie que cet État protège ces personnes. Et donc, cet État se rend complice d'un génocide. Et on voit bien que sur la base de la complicité, un certain nombre de responsables politiques devraient s'inquiéter vis-à-vis de la CPI et vis-à-vis aussi de leurs propres tribunaux également. Mais là-dessus, j'ai quand même... C'est pour ça que Trump voulait tout de suite mettre la CPI, en fait, parce que si il n'attaquait pas la CPI de plein front à travers un décret avec des sanctions, la CPI est tout à fait compétente pour demander des comptes à un certain nombre de responsables, un certain nombre de présidents de différents États. Et donc ça, c'est vraiment une question stratégique. Et je pense que c'est pour cela aussi qu'il a mis, qu'il fait tout, qu'il continue à tout faire pour bloquer le fonctionnement de la CPI, et il y arrive très très bien en ce moment, en tous les cas. Oui. Concernant la responsabilité des États occidentaux, quels risques juridiques encourent les États occidentaux? Ce sont de complicité de génocide. Existe-t-il des précédents où des États ont été condamnés pour avoir soutenu des crimes internationaux? Quelle est la différence entre responsabilité pénale et individuelle et responsabilité internationale de l'État? Et j'aimerais aussi mentionner quelque chose. Il n'y a pas que, on n'évoque pas même actuellement par rapport à la situation à Gaza, la responsabilité de l'Occident. Il y a beaucoup d'Israéliens responsables là, même des pays arabes, l'Émiratie, on évoque la présence des troupes émiraties sur le terrain, la complicité de l'Égypte par négation, par passivité, par refus, distance aussi, la complicité de la Jordanie, aussi la complicité directe de l'Inde. On évoque cette guerre électronique de soutien de propagande menée par l'Inde qui est devenu un régime politiciste avec ce Modi, et aussi le soutien de l'Inde par fourniture des armes, logistique. On évoque aussi la présence des troupes indiennes. On évoque aussi même le soutien fourni par Abidjan et tout. La responsabilité. Là, alors, moi je pense qu'il y a je vais prendre l'ensemble et je vais répondre de manière globale à toutes ces questions. Je pense qu'il y a une responsabilité morale
énorme qui pèse sur de très, très nombreux pays. Sur les États arabes, évidemment, qui, dans des déclarations officielles, dénoncent la situation à Gaza, mais qui se retrouvent dans l'impossibilité de prendre des décisions en parallèle de ces déclarations. Alors même que les peuples arabes soutiennent la cause palestinienne. Les peuples arabes sont mobilisés pour la cause palestinienne. On a l'impression que les Palestiniens ne pèsent pas lourd dans les intérêts des États arabes. Au niveau moral, pourquoi je vous parle de crise morale, de responsabilité morale, c'est que l'inaction des États, la situation à Gaza, a plusieurs conséquences. Tout d'abord, cela nous prouve que les droits universels sont tangibles. On dit souvent que les droits universels sont intangibles, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent de la même manière pour tous. Non, là, on constate que ce n'est pas la réalité que l'on observe sur le terrain. On constate également que les responsables politiques, quels qu'ils soient, font preuve d'un grand cynisme. Le président français, par exemple, depuis plusieurs semaines, nous dit qu'il va reconnaître un État palestinien, mais il ne le reconnaît pas. Il fait des déclarations, je vais, on va, hein, mais exécution, rien. Ça pose quand même des questions. Il nous dit qu'Israël a franchi toutes les lignes rouges. Ce n'est pas acceptable ce que fait Israël actuellement. Mais il n'en tire aucune conséquence. Il s'alarme devant les journalistes, mais rien. On a l'impression, je dirais, j'imagine cette scène entre ce président et le premier ministre israélien, où le président français en train de lui dire, écoute, je te critique, c'est vrai. Je suis obligé devant les citoyens, mais t'inquiète pas, continue le travail. Donc, j'ai l'impression que le chef français essaye de gagner du temps. Il faut qu'Israël termine le travail le plus vite possible. Et donc, par rapport à ça, il y a ce récit qui consiste à dire, on va reconnaître un État palestinien, on va, et puis cet État palestinien va arriver la fin de la situation de Gaza et aucun État palestinien ne sera reconnu, je pense. Il y a aussi la responsabilité des médias occidentaux, une responsabilité inquiétante. Les médias qui nous expliquent que l'intervention d'Israël est légitime, elle est légale, et le seul argument que tous ces médias mettent en avant est que Israël a le droit de se défendre. Bah, évidemment, tout État a le droit de se défendre. Hein? Les peuples opprimés ne peuvent pas subir de telles conséquences disproportionnées. Et puis, cette action d'Israël, elle contrevient à tous les messages des gens du livre, des messages de paix, de préservation de la vie. Israël, également, se trouve de l'autre côté de l'humanité. Oui. Docteur Boumediene, si on vient d'évoquer avec vous la responsabilité pénale, morale des États, mais dans le cadre de ce logique de complicité directe ou indirecte avec l'acte génocidaire mené par Israël contre la population palestinienne à Gaza.
Mais en même temps, est-ce que devant les juridictions internationales de droit, d'application de droit public international, on peut évoquer la responsabilité des personnes, par exemple. On voit, par exemple, des intellectuels qui ont parrainé l'acte d'Israël. On voit des même avocats qui a appelé à la rasage de Gaza. On voit des personnalités publiques qui ont demandé à l'armée israélienne à finir le boulot. Ça veut dire finir quel boulot? Ce boulot contre le travail, contre la population civile, contre les enfants et les femmes, les femmes de Palestine. Mais malheureusement, ils ont été innocentés par la justice française. Quelqu'un qui dit, par exemple, qui écrit Yahya Palestine va être tapassé, harcelé, emprisonné, etc. Bon, c'est la France, le déclin moral et juridique. Mais au niveau aussi des personnes, est-ce qu'on peut suivre aussi des personnes? Il y a des actes juridiques de là et d'ici devant la justice française, en Suisse, aussi devant la Cour des droits de l'homme européenne, etc. Mais devant la justice internationale. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, devant la justice internationale, toute personne qui appelle à la destruction d'un peuple seront coupables de complicité. Ça, c'est très clair. Avec aussi, il y avait même des personnes qui ont reconnu leur participation active dans l'empêchement d'entrée des aides, la destruction des aides et tout. Hein. Oui, toutes ces personnes, elles ont reconnu cela, mais elles ne sont pas poursuivies. D'une part, parce qu'il n'y a pas forcément de poursuites qui sont effectuées, mais là où ces personnes se trompent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très nombreux États dans le monde qui ont adopté ce que l'on appelle une compétence universelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la compétence universelle? C'est la possibilité pour un État de poursuivre toute personne qui se trouve sur son territoire, que cette personne ait la nationalité du pays ou pas la nationalité du pays, cet État a la possibilité de poursuivre toute personne qui a commis ou qui est complice d'un crime de génocide. C'est-à-dire que la personne qui a pris la parole, qui a empêché un camion d'apporter de l'aide humanitaire. Imaginons que cette personne arrive en Irlande, par exemple. L'Irlande a la compétence universelle. Eh bien, dès que cette personne mettra le sol sur le territoire irlandais, si une plainte est déposée contre cette personne, un tribunal irlandais immédiatement va se saisir de l'affaire. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Peu importe que cette personne n'ait pas la nationalité irlandaise, peu importe que cette personne ait commis un crime ailleurs que sur les territoires irlandais. Et donc ça, c'est très important. Ça demande que la société civile, les sociétés civiles dans tous les pays s'organisent, recherchent, enquêtent, identifient les personnes qui ont commis ou qui ont participé en tant que complices de manière directe à des crimes de génocide et à transmettre cette identification aux tribunaux. Donc ça, c'est très important à faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, depuis quelques mois, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre des franco-israéliens qui participaient à Gaza, dans l'armée de Tsahal. Ces personnes sont actuellement poursuivies en France. Il y en a 2 ou 3. Voilà. Oui. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a à peu près 6000 binationaux franco-israéliens qui se sont engagés dans Tsahal. Oui. La guerre contre la population palestinienne à Gaza a soulevé des points concernant le fondement des Nations Unies, absence de crédibilité, absence d'efficacité. On se souvient que même le secrétaire général des Nations Unies a été refoulé, refoulé sur les frontières. J'avais reçu depuis quelques semaines l'ancien directeur juridique des Nations Unies
Greg Moukipar, qui a démissionné comme acte de contestation concernant l'absence d'agissement, l'absence d'action de la part des Nations Unies. Aujourd'hui, Dr Boumediene, est-ce que le droit international est-il suffisant pour protéger les populations civiles dans des conflits asymétriques? Et peut-on parler d'un deux poids, deux mesures dans l'application du droit international selon les contextes géopolitiques? Par exemple, on a l'acharnement contre la Russie, contre Poutine, pour considérer Poutine comme criminel de guerre. Ils ont innocenté même les groupes nazistes ukrainiens, mais il y avait une unanimité politique, institutionnelle de prendre Poutine comme criminel de guerre. En même temps, Netanyahou, on met le tapis rouge pour recevoir Netanyahou, attaquer à la Cour pénale internationale, déstabiliser le travail de la Cour, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'utilité, la crédibilité du droit international public? Bon, le droit international public, bon, il est nécessaire parce qu'il existe, donc c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que lorsque le droit international doit face à la force, eh bien, c'est toujours la force qui l'emporte. C'est ça qu'il faut savoir. On l'a vu en Irak, avec l'intervention en Irak. On l'a vu en Libye, l'intervention en Libye également. On le voit régulièrement et on le voit à Gaza. Encore une fois, c'est la force qui l'emporte sur le droit international. Aujourd'hui, aux Nations Unies, mais ça a toujours été le cas, qui contrôle les Nations Unies? Ce sont les puissances économiques et militaires qui contrôlent les Nations Unies. Qui finance les Nations Unies? Ce sont les puissances économiques et militaires qui financent les Nations Unies. Ce ne sont pas les quelques pays africains qui donnent quelques millions de dollars comme ça chaque année. Non, ce sont ces grandes puissances économiques, financières et militaires. Et lorsque ces grandes puissances décident que les Nations Unies ne vont pas dans le sens de leurs intérêts, il se passe ce qu'on a vu avec la CPI. C'est-à-dire qu'on arrête. On coupe tout. On coupe l'argent. Hein. Et Trump l'a bien compris. Il commence à se retirer d'UNESCO, arrêter tel ou tel financement. La Commission internationale. Ouais, des droits de l'homme. Voilà. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc là, vu qu'il n'a plus le pouvoir, il voit que les Nations Unies sont en train de lui échapper. La CPI qui décide comme ça de prendre des mandats d'arrêt sur Netanyahou, non, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Hein, c'est qui donnent l'argent. Pourquoi vous prenez de telles décisions? Donc on retire l'argent. Voilà. Et le droit international, une fois qu'il n'y a plus de moyens financiers pour le mettre en œuvre, eh bien le droit international, que du droit international. Voilà. Exécuter, mettre en œuvre le droit international, il faut des pays forts, politiquement, financièrement et militairement. C'est ça qui est important. Et comment vous expliquez que même pour le droit international humanitaire, la communauté internationale n'a pas réussi à convaincre et à imposer à Israël de respecter le minimum de droits, par exemple l'acheminement de l'aide, le respect et l'immunité pour les travailleurs, pour les agences des Nations Unies et tout. Ça veut dire Israël, il a tout bafoué. Est-ce que c'est la fin, c'est la mort de ce droit humanitaire international? Israël est dans la logique de ce qu'il souhaite faire. À partir du moment où un État souhaite mettre en place un génocide, il ne peut pas vouloir faire un génocide et en même temps faire entrer de l'aide humanitaire. S'il fait ça, il ne réussira pas à commettre son génocide. D'accord? Donc, pour faire un génocide, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que il faut détruire un peuple, mais en même temps l'empêcher de se soigner et de se nourrir. C'est ça le génocide. Et c'est tout à fait logique qu'Israël refuse l'entrée de nourriture,
d'eau et de médicaments. C'est logique. Lorsqu'on souhaite faire un génocide, on n'accepte pas une rentrée de nourriture, de médicaments et d'eau. C'est pas possible. Sinon, on n'y arrive pas à faire ce génocide. Donc, Israël est logique avec sa finalité, avec sa volonté de détruire le peuple palestinien. C'est sa mission. C'est sa mission, entre guillemets, divine, hein, par les messianiques. Hein. Donc, on ne peut pas, lorsqu'on a des responsables politiques, notamment messianiques, qui décident de supprimer un peuple parce que tel est leur destin, on ne peut pas les convaincre de faire rentrer de l'aide humanitaire. C'est très compliqué. Voilà. J'aimerais bien terminer notre rencontre, Dr Boumediene, avec votre lecture pour l'avenir. Quelles seront, d'après vous, les perspectives d'avenir? Quelles sont les voies juridiques encore ouvertes pour juger les crimes à Gaza? Que peuvent faire les sociétés civiles et les juristes pour faire avancer les poursuites internationales? D'après vous, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale sont-elles suffisamment indépendantes? Ils vont résister, ils seront indépendants pour être efficaces face à la pression de puissance politique? Alors, très bonne question. Alors, l'avenir de la responsabilité de certains leaders responsables politiques israéliens, mais également occidentaux de manière générale, évidemment, au niveau international, c'est la CPI qui est compétente. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, elle est dans l'incapacité d'exercer sa mission. Peut-être qu'il faudrait repenser une nouvelle organisation des Nations Unies avec une véritable démocratie dans cette organisation, c'est-à-dire un État, une voix. Et dans ce cas-là, évidemment, on irait dans un renversement des rapports de force, mais je suis assez pessimiste. Mais concernant Gaza, concernant la Palestine, je pense que la Palestine a gagné. La Palestine a gagné. Pourquoi la Palestine a gagné? Parce que aujourd'hui, le monde entier sait qu'Israël commet un génocide. Le monde entier sait à travers les vidéos. Je ne parle pas des médias officiels. Je parle des vidéos qui circulent sur Internet, faites par des journalistes indépendants, des vidéos qui sont envoyées par des Palestiniens qui se trouvent à Gaza, les bombes qui tombent, les enfants qui meurent, les femmes qui meurent. Aujourd'hui, le monde entier connaît la réalité. Et c'est très difficile d'inventer un récit pour cacher cette réalité. Aujourd'hui, Israël est banni de la société internationale. Certains pays, évidemment, mais en tous les cas, pour les peuples du monde, pour la très grande majorité des peuples du monde, Israël a perdu face aux Palestiniens. C'est-à-dire que une force qui a largué des bombes, plus de bombes que pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur un terrain limité, n'a pas réussi à gagner cette guerre. Et ça, je pense que ça va marquer l'histoire. Et l'histoire n'est pas terminée parce que il faut se souvenir de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, lorsque Mandela a été emprisonné pendant des années, mais l'histoire a rattrapé les tortionnaires. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire a rattrapé certains nazis qui se sont cachés à l'étranger. Et cette histoire pour les Palestiniens, l'histoire de Gaza, va rattraper les responsables politiques israéliens dans l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Dr Malik Boumediene.
j'aimerais avoir votre message, votre point de vue pour vos collègues, vos camarades, parce que je sais que vous êtes bien investis, aussi bien respectés de la société civile internationale, la société civile engagée pour la défense des droits de l'homme, de l'humanité, de la justice. Aujourd'hui, après 7 mois de mobilisation, 7 mois aussi d'acharnement, de diabolisation et de criminalisation, d'harcèlement juridictionnel, policier et tout. Vous disiez à vos collègues de la société civile, surtout française? Moi, je pense qu'il faut que la société civile s'organise, qu'elle soit solidaire entre elles, différentes associations, qui mettent leurs moyens ensemble pour créer une organisation dont l'objectif serait de rechercher des criminels de guerre, les identifier et faire pour les mener devant un tribunal. Ça demande beaucoup de temps, mais je pense que ça peut être une très bonne chose. Et ce qu'il faut, le message qu'il faut faire passer aux Israéliens et surtout à cette majorité d'extrême droite israélienne, ce gouvernement d'extrême droite, c'est leur dire que suite à ce que vous faites à Gaza actuellement, toutes les personnes qui participaient directement ou indirectement à ce génocide à Gaza, toutes ces personnes ne seront pas tranquilles nulle part dans un État actuellement. Merci, docteur Boumediene, encore une fois d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci, merci.